sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour l'ouverture de notre page macro avec notre invité Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, alors je vous entends Philippe, par contre je vous vois extrêmement bien. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu reculer s'il vous plaît, puisque je vois votre œil et c'est un très bel œil, mais voilà, comme ça c'est mieux. Merci Philippe. Vous êtes donc rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et avec vous dans un premier temps on va revenir sur les raisons de la chute du pétrole hier, avant de se poser la question de savoir si c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer au-delà des simples problèmes de quotas que certains pays ne veulent pas respecter, au-delà de cette simple explication, comment est-ce que vous justifiez la chute des cours hier de près de 5%? Hier, manifestement, c'est l'annonce du report de la réunion de Vienne, prévue pour ce week-end, enfin, prévue pour dimanche naturellement, au jeudi 30. Alors on se demande... Est-ce qu'ils sont à ce point pas d'accord sur tout, qu'il leur faut encore négocier? Est-ce que ça ne veut pas dire que certains voudraient rouvrir le robinet? Enfin, on peut à peu près tout supposer. On peut également se dire que on attend peut-être des événements géopolitiques d'ici le week-end au Proche-Orient et que du coup, on prendrait des décisions une fois qu'on a toutes les cartes en main. C'est possible. Donc il y a deux versions qui s'affrontent. Soit ils ne sont pas du tout d'accord entre eux, ils ne seront pas d'accord d'ici dimanche, soit ils sont bien d'accord pour attendre jusqu'à jeudi prochain pour des raisons que pour l'instant nous ne pouvons que supposer. Donc si je comprends bien Philippe, vous nous dites alors qu'en parallèle, on est tous bien au courant que des libérations d'otages et de prisonniers sont en cours au Proche-Orient entre le Hamas et Israël, qui était prévu ce matin, finalement c'est décalé à demain. Du coup, par la force des choses, vous nous dites que, si je comprends bien, le risque géopolitique reste quand même extrêmement prégnant, et donc par la force des choses, l'Arabie Saoudite et ses alliés, hors OPEP également, cherchent à temporiser un peu et que ce n'est pas des problèmes de quotas en fait, de production du côté de certains pays africains. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Et on revient au cas de figure numéro 1, ils ne sont vraiment pas d'accord. Enfin, je pense quand même que tous ces gens-là sont pas complètement idiots. Ils savent que s'ils remettent 1 ou 2 millions de barils en plus sur le marché, ils vont faire s'effondrer les cours en dessous de 75 sur le Brent et 72 sur le WTI, ce qui serait dans l'intérêt de personne. Surtout qu'en plus de ça... non, en ce moment, il y a la force des choses, j'imagine. Mais eux, c'est pas le consommateur qui le regarde. Et en plus de ça, vous avez des pays comme l'Arabie qui sont très attentifs à la déplétion de leur stock et qui se disent qu'ils en ont encore pour peut-être 10, 12 ans. Et ils ont intérêt, eux, à sauvegarder le maximum, c'est-à-dire à resserrer progressivement le robinet. Mais je pense que tout le monde est dans le même cas, puisqu'en fait, personne, actuellement, n'investit pour rechercher du pétrole. Donc, ça serait l'intérêt de qui? D'ouvrir en grand les vannes pour être le premier à vider ses réserves. Enfin, bon, c'est comme ça que je le vois. Enfin, je serais producteur et je ne serais pas certain de pouvoir forer 2 trous pour remettre à niveau ma production. Je pense que j'adopterais un peu le point de vue de l'Arabie. Alors par contre, sur le plan géopolitique, oui, on parle de libération d'otages, mais enfin, chaque jour, nos médias, qui veulent peut-être qu'on dorme tranquille le soir, évitent de nous parler des bombardements, des tirs de missiles, de part et d'autre de la frontière libanaise, et ça tombe dru des deux côtés. Il y a beaucoup de morts hier, deux journalistes ont été tués au Liban dans l'exercice de leur métier. Ça chauffe actuellement à la frontière du Liban avec le Hezbollah, si on est peut-être au bord d'un cessez-le-feu avec le Hamas. Donc c'est pas calmé du tout. Et en Cisjordanie, il y a également énormément de violence. Donc la situation en Israël demeure pour l'instant très instable. L'évolution des tensions au Proche-Orient et de son impact sur l'ensemble de la zone du Moyen-Orient
in fine, alors effectivement, l'Arabie Saoudite n'a que faire de la profondeur du porte-monnaie des consommateurs, que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de la zone euro. Du coup, par la force des choses, nous, on va s'y intéresser. Est-ce que un repli du Brent sous les 75 et un repli du WTI vers les 70-72 $ le baril, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, selon vous? Alors, ça sera une nouvelle fois une meilleure nouvelle pour le consommateur américain, même, je dirais, de l'Est de l'Europe. Hein. Vous allez dans des pays comme la Hongrie, la Bulgarie, les ex-républiques yougoslaves. Le prix du litre d'essence est entre 1,20 et 1,40. Voilà. Donc là, il y a une plus grande sensibilité, si j'ose dire, du prix à la pompe par rapport au prix spot. La France, où les taxes représentent l'essentiel du prix d'un litre d'essence, mais c'est la même chose en Hollande et c'est encore pire au Danemark, quand le prix du pétrole baisse, la répercussion pour le consommateur est pas fulgurante. Aux États-Unis, par contre, faites revenir le baril de 90 $ à 70, on y est presque, vous avez quand même une baisse de 15% du prix à la pompe. Donc là, effectivement, ça joue un peu. En Europe, de toute façon, on constate, dès que les prix augmentent, immédiatement, votre litre de sans-plomb passe de 1,90 à 1,95. Et quand le baril fait la trajectoire inverse, il faut 15 jours avant qu'on revienne de 1,95 à 1,90. Bon, tout le monde a bien compris ça. Et donc si on raisonne sous l'angle institution monétaire et en termes de stratégie de politique monétaire, les deux, la Fed et la BCE, les deux principales mondiales, nous ont dit que le risque à l'endroit d'un retour de la hausse de l'inflation, notamment tiré par les prix de l'énergie, était quelque chose auquel il fallait penser. Par la force des choses, c'est un discours que l'on peut éluder maintenant par la force des choses, vu qu'on voit que depuis plusieurs séances maintenant, on se dirige quand même vers des bad range sur l'or noir. Ouais, le raisonnement constant des banques centrales, que le prix de l'énergie, mais ça peut inclure le gaz, hein, bien sûr, personne ne le maîtrise, et si jamais ces prix se mettent à monter, les banques centrales se trouveront confrontées un type d'inflation sur lequel d'ailleurs la hausse des taux n'a absolument aucun impact. Vous montez les taux, les gens vont quand même continuer à se chauffer, vont continuer à mettre de l'essence pour aller travailler. Il y a une sorte d'inélasticité de la consommation, ou alors vraiment à la marge. Donc on est typiquement dans un cas où la politique monétaire ne peut rien si le prix du fuel ou du gaz augmente, monter les taux ne servirait de toute façon à rien. Mais c'est vrai que ça retarderait d'autant plus le retour à une inflation qu'on espère le plus proche possible des 2%. Moi, je suis pas le seul à le dire, ça n'arrivera pas. D'abord parce que les prix de l'agroalimentaire ont explosé. Et on sait pourquoi, parce que tout simplement les multinationales se sont dit profitons de l'inflation pour augmenter nos marges. De toute façon, comme l'inflation elle est hors de contrôle, personne ne viendra nous pointer du doigt en disant quand même 40% ou 50% de l'inflation, c'est vos propres hausses de prix. Et on découvre aujourd'hui avec les manifestations d'agriculteurs en France qu'ils ne vivent pas de ce qu'ils produisent parce que le prix qu'on leur accorde n'est pas suffisant. Et j'ai du mal à envisager que les prix de l'agroalimentaire, qui constituent quand même un gros poste pour les classes les moins fortunées, j'ai du mal à envisager que les prix de l'agroalimentaire rebaissent beaucoup par rapport aux niveaux actuels, ou alors ça veut dire qu'on va sacrifier
carrément encore je ne sais combien de pans de notre filière agricole. Donc, le retour à 2% me paraît un fantasme, et même revenir sur 3% en 2024 supposerait effectivement que le prix de l'énergie redevienne d'un seul coup extrêmement bon marché. Et j'ai également du mal à le croire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, ce coup-ci, ce sont les producteurs américains qui voudraient pas voir le pétrole retomber en dessous de 70, parce que là, en ce moment, ils gagnent leur vie avec le shale oil. À 65 $ et en dessous, ils gagnent plus leur vie. Et je pense que le lobby pétrolier aux États-Unis est très puissant. Et en plus de ça, une année électorale, on sait qu'ils sont quand même un petit peu à la manœuvre pour le soutien de certains candidats. Donc, je me dis que le prix du pétrole au niveau actuel arrange à peu près tout le monde. Ok, très clair. Bah écoutez, on suivra ces évolutions avec attention. On va rester du côté des États-Unis puisque aujourd'hui c'est Thanksgiving, c'est la semaine, le Black Friday. Demain c'est le Black Friday, c'est la journée où les ménages vont consommer, devraient consommer. Ceci étant, ils ont soutenu la croissance économique au T3 de par leur consommation. Les niveaux d'épargne ont été réduits tel peau de chagrin. Aujourd'hui, ils sont estimés à environ 3,5-3,6%. C'est très peu. Ce sont des plus bas historiques. Du coup, à force des choses, est-ce que le consommateur américain va pouvoir sauver la croissance américaine au T4 ou bien non? Alors, je dirais Joker. Si je me fie aux dernières statistiques de vente, et en volume et en revenu, si vous allez chez Walmart, chez Costco, chez des Britanniques, vous vous dites que le consommateur, il est rendu un petit peu au bout. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour le Royaume-Uni. Je pense que ça va commencer également à se voir en France, où l'explosion du prix de la facture d'électricité est certainement aujourd'hui le principal frein à la consommation, loin devant les carburants, naturellement. Le consommateur américain, on l'a vu ces derniers mois, a tapé dans ses dernières réserves, consomme à crédit, mais vous avez toujours de belles âmes qui viennent sur les grandes chaînes de télé vous dire « Mais non, aux États-Unis, il y a encore des réserves d'argent à consommer qui sont le reliquat de tout ce qui a été versé dans le quoi qu'il en coûte du Covid ». Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ceux qui ont conservé la quasi-intégralité de l'épargne, ce sont ceux qui justement n'en avaient déjà pas besoin pour consommer. Donc en moyenne, oui, il reste beaucoup d'argent, mais la répartition étant très inégale, aujourd'hui, elle n'est plus dans la poche ni sur les comptes de 80% des gens que l'on considère justement comme les principaux acteurs et clients de la période des soldes, donc qui ont commencé à minuit, donc à 6 heures du matin aux États-Unis. Ça se prolonge demain avec le Black Friday, et puis on aura le fameux Cyber Monday lundi. Donc on saura, je pense, déjà ce week-end ce qu'a donné le Black Friday. Ça sera déjà une indication importante. Mais grosso modo, la pente quand même est à la contraction des dépenses des ménages, et je pense qu'en France, notamment, ça ne va pas s'arranger si on se retrouve avec de nouveau 10-15% de hausse de la facture d'électricité. Je veux dire que c'est un nouvel impôt. Mais alors, dans ces cas-là, Philippe, je vous entends bien, mais hier, pour autant, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti en hausse par rapport à ce qu'attendait le consensus. Par rapport à ce qu'attendait le consensus. Alors, ça veut dire que comparé au mois précédent, il est en baisse, mais comme ça que fonctionnent les marchés, ils raisonnent par rapport à l'anticipation estimée. Comment est-ce qu'on l'explique? Les calculs sont mauvais? Non, alors, là, de nouveau, on va refaire un petit peu le pitch. Le chiffre globalement est meilleur que prévu. C'était 60,5 en première estimation, on est à 61. Bon, c'est quand même un nouveau mois de contraction.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans le détail du chiffre, c'est les perspectives, les attentes. Et là, c'est mauvais. Donc vous avez un chiffre qui est globalement bon, mais avec des sous-indices qui sont mauvais. Et inversement, pour les commandes à l'industrie, hier, elles ressortent en forte baisse. C'est même d'ailleurs le pire score qu'on ait eu depuis la période Covid. On est à moins 5,4. Mais en fait, quand vous retirez l'aéronautique, on est stable. Vous voyez, donc il faut quand même aller un petit peu dans le détail. Donc les perspectives, c'est ça pour moi qui compte pour les marchés. Les perspectives en termes de confiance sont mauvaises, même si le chiffre a été moins pire qu'attendu hier. Donc il faut s'attendre à un atterrissage plutôt brutal de l'économie en 2023, voire 2024. On ne sait pas encore aux États-Unis. Pour l'instant, tant que le marché du travail demeure extrêmement robuste, on distribue des salaires. Hein. Donc quand on distribue du salaire, on distribue évidemment des capacités de consommer. Le jour où effectivement la Fed obtiendra ce qu'elle souhaite, parce qu'elle le répète à chaque comité, tous les 6 semaines, elle le dit, pour nous, tant que le marché du travail demeure aussi robuste, il n'y a pas de raison de baisser les taux, ça veut dire que l'économie continue de bien aller. Alors le jour où on commencera à observer des licenciements, du débauchage, alors là on pourra se dire que non seulement beaucoup de consommateurs aujourd'hui sont au bout, parce qu'on voit bien qu'ils vivent à crédit, ils sont de plus en plus nombreux, et ils sont de plus en plus nombreux à faire défaut sur leur crédit à la consommation. Et si vous avez en plus de ça des gens qui perdent leur emploi, là on risque effectivement un scénario d'atterrissage brutal. Et là, je répète une nouvelle fois, c'est pas ceux qui conservent cette épargne fabuleuse héritée des années 2020-2021, c'est pas ceux-là qui vont soutenir la croissance, ou alors il faut qu'on leur impose de refaire leur manoir, leur chalet à Aspen, et racheter un deuxième, un troisième 4x4, je ne sais pas, le dernier SUV Tesla par exemple. Donc on les oblige à consommer. Alors là, peut-être qu'effectivement, on pourrait avoir l'espoir que la consommation demeure le bon moteur de l'économie américaine. Mais sinon, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un coup d'arrêt brutal, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Eh bien, écoutez, on verra bien, mais c'est vrai que la majorité de la communauté économique penche pour un atterrissage plutôt en douceur, même si certains qui viennent chez nous penchent pour un atterrissage plutôt dur, du coup, voire même une récession. Donc tout ça, effectivement, comme vous le dites, personne n'a de boule de cristal, on verra bien comment les choses évoluent, et déjà, attendons de voir quels sont les niveaux de consommation de ce Black Friday aux États-Unis. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous. Philippe Béchat, vous êtes directeur rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien, et avec nous très régulièrement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, ce sera le retour de Venez, on va s'expliquer, votre émission avec votre partenaire Charles Sana, que l'on enregistrera cet après-midi et qu'on vous diffusera la semaine prochaine. Mais donc, soyez bien au rendez-vous, puisque nous aurons l'honneur et le plaisir d'avoir Charles sur notre plateau, ce qui, pour une fois, devrait mettre fin aux problèmes de son et d'image. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 23 novembre avec notre point bourse. À tout de suite.